On va commencer très rapidement. Bien, soyez les bienvenus tout le monde. On est ravis aujourd'hui d'avoir le professeur Jude-Marie Sénat. Il est PhD, MSc, CPsych et professeur titulaire à l'école de psychologie, directeur du laboratoire vulnérabilité, trauma, résilience et culture à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa sur la santé des personnes noires. Son programme de recherche explore les facteurs associés à la vulnérabilité, au trauma et à la résilience, avec un intérêt particulier pour le rôle des facteurs culturels. Donc aujourd'hui, le professeur Sena, il va nous parler du traumatisme racial complexe et psychose. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup travailler et collaborer avec le professeur Sena et je vous donne le temps, the floor, comme on dit en anglais. OK. Ben, bonjour tout le monde. J'ai beaucoup de stock, donc je vais commencer tout de suite. Peut-être juste dire, avant que je partage mon PowerPoint, que dans certains cas, laissez-moi d'abord partager mon PowerPoint, ce sera plus facile. Ah, parce que là, je dois faire la demande. Je fais la demande pour partager mon PowerPoint. Je ne sais pas, c'est Guido qui s'en occupe? Ah OK. oui, il faut le mettre OK. co-host. Ben, je viens de vous donner l'autorisation. Ah, OK. Parfait. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Vous voyez juste mon PowerPoint ou bien vous voyez mes fameuses notes? Non, juste le PowerPoint, Juste c'est le bien. PowerPoint. C'est Oui. parfait. Alors, ce que je disais, que j'ai beaucoup de stock. J'ai pas tout mis pour pouvoir vraiment parler de tout, mais surtout vous laisser savoir que ces choses existent en fait. C'est surtout ça l'intérêt. Mais je vais essayer de garder le plus possible les pieds dans la psychose, de garder les pieds le plus possible dans le trauma racial complexe et aussi essayer d'expliquer ce que j'entends par trauma racial complexe. Euh, alors, je voudrais commencer par cette histoire de ce jeune adulte que j'ai eu en clinique et qui ne voulait pas venir. Les parents l'ont un peu forcé et qui, à un moment, va me dire, frère, ils m'ont brisé. Et ça, c'est une parole qui revient souvent quand je prends en charge des hommes noirs et surtout de jeunes hommes noirs, mais avec une expérience particulière avec les papas, les jeunes papas de 30 à 40 ans qui, au moment que leurs enfants commencent à grandir, euh, commencent à se rappeler aussi, quand leurs enfants commencent à faire face aux premiers actes racistes, ben, ils se mettent à se rappeler eux-mêmes de ce que eux ont vécu quand ils étaient jeunes. Et quand on parle de cela, il faut savoir que j'ai une collègue à l'Université du Québec en Outaouais, Assunta Ndingoma, elle dit souvent que quand on parle de prévenir le racisme, ça doit commencer à la maternelle. Et c'est vrai que moi, je suis pas né ici, je suis arrivé ici, j'avais déjà la carapace très dure. C'est différent. Puis mes enfants, ils ont 5 et 7 ans. Et les deux ont déjà connu plein d'épisodes et ça, dans les deux cas, ça a commencé à la garderie. Et on ne parle pas de choses simples, on parle d'enfants de 3 4 ans qui se font dire par d'autres enfants de 3 4 ans qu'ils ont la couleur du caca ou ou que leurs mamans ne veulent pas qu'ils jouent avec eux parce que ils ont la peau sale. Donc, c'est des choses assez horribles que ça. Et le cas que je veux vous parler, je l'ai nommé Mathieu, quand le monde te regarde de travers. En fait, depuis quelques années, depuis que j'ai lancé le projet sur la santé mentale des communautés noires, je reçois de plus en plus de demandes de familles noires qui ne font plus confiance aux psychologues et aux psychiatres du système
ce qu'ils appellent les psychiatres et psychologues du système. Ce sont en fait des psychiatres et des psychologues blancs. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est ah, je veux pas laisser des blancs jouer dans ma tête. En fait, elles disent que leurs souffrances sont minimisées, mal comprises, souvent interprétées comme de la colère, du déni ou de la foi mal placée ou des gens qui étaient devenus zinzins parce qu'ils croyaient en Dieu. Alors, c'est dans ce contexte que j'ai été contacté par la famille de Mathieu, ce jeune homme noir de 24 ans, originaire de Montréal. Il est venu à Ottawa parce que la famille a voulu l'éloigner de son cadre de vie à Montréal pour le protéger, même si moi, j'ai eu mon sentiment, c'est que la famille avait peur aussi d'être stigmatisée à cause de la maladie de leur fils. Ses parents très croyants m'ont appelé en urgence. Docteur, on ne sait plus quoi faire. Il ne dort plus. Il dit que des gens le suivent, qu'ils veulent le faire taire. On a peur qu'il devienne fou. Alors, Mathieu avait toujours été un garçon très calme, très réfléchi, avec de très bons rendements scolaires. Il a fait le diplôme qu'il voulait faire. Il a toujours eu le premier choix, très impliqué dans sa communauté religieuse. Mais depuis quelques mois, Mathieu s'est isolé après que sa copine, rencontrée dans le cadre de son programme au baccalauréat et que ça faisait 2 ans qu'ils vivaient ensemble, qu'en fait qu'ils étaient en amour, euh, sa copine s'est résignée à le quitter sous pression de sa famille, qui n'acceptait pas leur relation à cause de sa couleur de peau. En consultation, il me dira, sa maman m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, jeune homme, je n'ai rien contre toi, ma famille n'enfantera pas d'enfants métis. Si elle continue avec toi, je la renierai. Vous n'allez pas salir ma famille. Mathieu continue, j'ai déposé ma voiture devant chez moi, je suis sorti marcher. J'avais besoin d'air. J'ai passé la nuit à marcher jusqu'à 5 heures du matin. J'ai appelé ma sœur pour venir me chercher. Elle n'a pas décroché. C'est là que les policiers sont venus me chercher sur l'autoroute. En fait, il était sur une autoroute et c'est des conducteurs qui ont averti la police qui est venue le récupérer sur l'autoroute. Quelque temps plus tard, Mathieu, et il faut dire quand même, quand la police est venue le récupérer, c'était pas facile. Et même s'il a voulu être collaboratif, il a été menotté et il a été frappé aussi. Quelque temps plus tard, Mathieu avait quitté son emploi. Il m'explique, c'est pareil, j'avais tout le temps des remarques sur ma couleur de peau. Tout cela me rappelait les parents de ma copine. Le nouveau chef de l'équipe ne me donnait plus de projet. J'ai- J'étais le meilleur de l'équipe, mais il ne voulait plus de moi. Le jour que je lui ai crié dessus, c'est parce qu'il m'a dit, vous les immigrants, vous ne faites que prendre le travail des Québécois. J'ai sacré. Je lui ai dit que je suis né ici et qu'il n'est pas plus québécois que moi. Il a ri et j'ai voulu le frapper, mais je n'avais plus de force. Je suis tombé par terre. Après cet incident, Mathieu ne sortait presque plus de chez lui. Ce qui s'apparentait à des symptômes de dépression sont devenus plus tard des symptômes de persécution, des hallucinations. Il entendait les gens lui murmurer des propos racistes quand il était dans la rue, à la télé, dans les publicités. Il était devenu hypersensible sur tout ce qui touchait aux interactions raciales. C'est le pasteur de son église qui a demandé aux parents de le faire consulter. Il le soupçonnait de consommer du cannabis. C'est au bureau de son médecin de famille qu'il a fait sa première crise. Une ambulance est venue le chercher. À l'hôpital, il a été diagnostiqué avec une psychose affective, en fait, trouble schizoaffectif pour être plus précis. Ses parents l'ont envoyé à Ottawa, pensant qu'un changement d'environnement l'aiderait à fuir ses souvenirs. Mais dans leur voix, j'ai senti aussi la honte, la peur du jugement des voisins, la peur du jugement des membres de la communauté, des membres de leur église, la peur que leur fils devienne un sujet de commérage dans l'église. Quand je l'ai rencontré, Mathieu m'a dit, je sais que vous êtes noir, alors vous allez peut-être comprendre. Les autres là-bas, ils me disaient que je délirais. Mais comment délirer quand c'est vrai qu'on te regarde de travers, qu'on te suit dans les magasins,
qu'on t'appelle The Black, juste pour se moquer. En fait, il n'avait pas tort. Son histoire n'était pas née du vide. Depuis l'adolescence, Mathieu avait subi des microagressions quotidiennes, des blagues racistes en classe, des contrôles de policiers à répétition dans son quartier, des entretiens d'embauche dédaigneux quand on se rendait compte qu'il était noir, parce que son nom indiquait qu'il était québécois, euh, francophone, et quand il arrivait, on se rendait compte qu'il était noir, et parfois, on lui faisait même la remarque en disant, «Ah, vous êtes noir?» Son sentiment de persécution s'était lentement construit dans un monde qui lui renvoyait sans cesse qu'il n'était pas à sa place. Puis un jour, ce sentiment est devenu une certitude. Il a commencé à entendre des voix qui l'insultaient, qui lui disaient qu'il était sale, que ses enfants allaient être sales, comme la maman de sa copine lui avait suggéré. En parlant en me parlant, Mathieu s'est mis à pleurer. Et dans ses larmes, il n'y avait pas seulement la souffrance d'un trouble psychotique, il y avait le poids d'années d'humiliation raciale, de propos racistes, mais également de la honte générée par le contrôle des policiers et surtout la fouille corporelle. Avec le temps, le traitement antipsychotique a apaisé les voix, et la psychothérapie a permis de reconnecter les morceaux de son identité. L'homme noir, le fils, l'humain blessé, le jeune amoureux à qui on a cassé les ailes juste à cause de sa couleur de peau. Mais Mathieu reste fragile. Il dit, parfois, j'ai peur qu'il me prenne encore pour un fou alors que je suis juste fatigué. Alors, le traumatisme, c'est une réponse émotionnelle quand il y a un événement, un accident, une catastrophe naturelle, des abus physiques ou émotionnels, la négligence, l'expérience ou le témoignage ou le fait d'être témoin de violence, la perte d'un être cher, la guerre, la torture et bien plus encore. Et quand on parle de trauma racial, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traumatisme racial fait référence aux dommages mentaux, émotionnels, psychologiques que les gens vivent euh, quand ils sont exposés à des préjugés raciaux, à la discrimination ethnique et raciale, au racisme et aux crimes haineux. Euh, Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que euh, les réactions face au traumatisme racial sont quasiment les mêmes que ce que les gens vivent quand ils sont victimes d'un trauma classique, j'ai envie de dire. De l'hypervigilance, une suspicion accrue, euh, une sensibilité exacerbée à la menace, un sentiment d'avenir bloqué, mais également des réponses inadaptées au stress, comme l'agressivité, la consommation de substances. Le traumatisme racial affecte en fait d'abord la santé mentale, mais aussi la santé physique des gens, en termes de troubles de l'humeur, des symptômes dépressifs, mais également en termes d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, entre autres. Souvent, les gens me disent, mais, Jude-Marie, est-ce qu'on peut parler vraiment de trauma quand on parle de la discrimination raciale ou du trauma racial? Ben, les travaux que nous avons menés à l'université, au sein de mon laboratoire à l'Université d'Ottawa, ont montré en fait que oui, on parle de vrais traumas. Quand on prend ce travail-là, qui a été publié à la Revue canadienne de psychiatrie, si vous regardez ici, vous allez voir que quand on met les événements traumatiques dans l'équation, ce sont des événements, agressions sexuelles, accidents, vécus de catastrophes naturelles, des événements extrêmement importants, eh bien, ça explique 26% de la variance des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Par contre, quand on ajoute trois variables liées à la discrimination raciale, c'est-à-dire les microagressions, la discrimination raciale quotidienne, mais également le racisme intériorisé. Et le racisme intériorisé, je dis ça puis je l'explique. Ben ça explique, en fait, littéralement, ça a doublé la variance expliquée. Donc, on est passé de 26 à 52
5% de la variance expliquée. Et le plus dur à constater, c'est que les microagressions ou le racisme intériorisé étaient beaucoup plus significatifs pour expliquer les symptômes du trouble de stress post-traumatique comparativement aux événements traumatiques. Euh, le racisme intériorisé, c'est le fait que, à un moment, vous en vivez tellement, quand vous vivez dans une société raciste, à un moment, vous épousez ce que pense la société de vous. C'est extrêmement important de le comprendre comme ça parce que souvent les gens font un débat entre est-ce que le racisme systémique existe ou n'existe pas. En fait, le racisme n'est que systémique. Le racisme interpersonnel, c'est presque pas très important. Le plus important, c'est le fait que on est dans un système raciste où même la personne la plus bienveillante possible, même la personne peut-être la moins raciste possible, se retrouve à se faire doubler par un conducteur noir ou à être face à une mauvaise manœuvre d'une personne noire, et puis cette personne sort une insulte raciste. Donc, c'est un enjeu où, quand on vit dedans, vous avez été élevé dans une famille où, sur la table en mangeant, vos parents ont tenu des propos racistes, vos parents ont indiqué même subtilement, même en étant bienveillants, euh, dans beaucoup de programmes, dans des universités, on ne prend pas d'étudiants noirs parce que, ah ben tiens, ils ne vont pas résister à la pression du programme. C'est comme en fait, on va les protéger de la pression du programme. Je vous le dis, dans mon propre programme, ça a été comme ça pendant quasiment 40 ans. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on est dans ce système-là, à un moment, même si vous êtes noir, vous finissez par l'épouser. Donc, vous allez avoir du colorisme où des personnes noires vont regarder d'autres personnes noires par rapport à leur couleur de peau, c'est-à-dire la teinte, mais aussi le nombre de fois que j'entends des amis dire, ah tiens, Jude-Marie, le nouveau quartier où j'habite, tu sais, c'est un super bon quartier. Il n'y a que des blancs. Et tu lui sors, mais ah ouais, c'est un bon quartier parce que c'est que des Blancs qui y habitent. Oh non, non, Jules-Marie, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. C'est ce que tu as dit. Donc, en fait, on finit par l'épouser. Donc, pour que ça soit bon, il faut que ça soit blanc. Hmm. On a publié un ensemble de travaux là-dessus, mais j'aimerais quand même qui montrent le rôle de la discrimination raciale et du trauma racial sur les symptômes psychosomatiques, l'estime de soi, les idéations suicidaires, mais j'aimerais quand même noter un, c'est le fait que dans cet article-là, sur la dépression et le rôle majeur de la discrimination raciale quotidienne, on a d'abord regardé euh, on a d'abord fait on a d'abord réalisé des analyses de régression euh, linéaires et on a regardé que le score de la discrimination raciale était tellement élevé, on s'est dit non, non, ce qu'on va faire, on va essayer de diviser le score en plusieurs pour voir est-ce que quand on catégorise le score, est-ce que ça permet de voir qu'il y a une vraie augmentation des symptômes de dépression sévère. Et quand on l'a fait, ici, c'est comparé avec ceux qui vivent un niveau bas de discrimination raciale, ben, ceux qui vont déclarer avoir vécu un niveau de discrimination raciale quotidienne très élevé avaient 36,42 fois plus de chances de développer des symptômes sévères de dépression comparativement à ceux qui avaient vécu un niveau peu élevé de discrimination raciale. Tout ça pour dire en réalité que le trauma racial est un vrai trauma. Ça crée des symptômes, ça crée les mêmes symptômes qu'un trauma normal, qu'un trauma classique. Ça crée des symptômes de troubles de stress post-traumatique, ça crée des symptômes d'anxiété, ça crée des symptômes de dépression et bien d'autres, et on y arrivera plus tard. Je voulais parler de microagression, puis je regarde l'heure, et puis je me dis que peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais juste dire que souvent les gens disent, ah, mais la microagression, c'est rien. Laissez-moi voir avec vous cette petite vidéo. Je pense que ça va pouvoir nous aider. C'est très court. On regarde ça, puis je pense que ça répondra à la question pour ceux qui se posent la question, qui se disent souvent que c'est rien.
for people who still don't think that microaggressions are a problem. Question, est-ce que vous arrivez Oui. à entendre ma vidéo? OK, super. Oh, you're so well spoken. Oh, just imagine, instead of being a stupid comment, a microaggression is a mosquito bite. Ugh, it's a compliment. Mosquito bites and their itch are one of nature's most annoying features. But if you're only bitten every once in a while. No, where are you really from? Cleveland. Sure, it's annoying, but it's not that big a deal. The problem is that some people get bitten by mosquitoes a lot more than other people. I mean, a lot more. Whether it's on a date. Oh, your English is so good. Excuse me? Going grocery shopping. You know, everything happens for a reason. I'm just buying apples. Commuting to work, So when are you gonna have a baby? watching TV, Culture and history. or just walking down the street with your partner. Couldn't even tell you were gay. Mosquitoes seem to pop up everywhere. John, shopping is so fabulous. Here too. And getting bit by mosquitoes every goddamn day, Can I touch your hair? multiple times a day, Pretty, can Can I I touch touch it? your hair? Can I? is fucking annoying. That makes you want to go ballistic on those mosquitoes. It seems like a huge overreaction to people who only get bit every once in a while. It's just a mosquito bite. Who cares? Just another angry black woman. Of course, beyond just being annoying, some mosquitoes carry truly threatening diseases that can mess up your life for years. Astrophysics? Maybe you should try less challenging, Major. Dreams. And other mosquitoes carry strains that can even kill you. He looked like he was up to trouble, okay? I felt threatened. So next time you think someone's overreacting, just remember, some people experience mosquito bites all the time. You're all so exotic. Wow. And by mosquito bites, we mean microaggressions. Je pense que ça répond vraiment à la question parce que quand on se pose la question sur c'est que de petits événements, ben, c'est pas que de petits événements quand ça se cumule. Euh, Peut-être donner les chiffres quand on parle de discrimination raciale, peu importe de discrimination raciale quotidienne, ben, chez les personnes noires, ben, c'est plus de 60% des gens qui vont dire qu'ils vont en être victimes euh, entre plusieurs fois par mois et almost every day, like, presque tous les jours. Et puis quand on regarde la discrimination raciale majeure, c'est extrêmement important de noter les chiffres au travail parce que euh, c'est l'un des aspects qui est le plus lié aux symptômes psychotiques, surtout aux symptômes paranoïques. C'est 57% des personnes qui vont dire qu'ils vont en vivre de la discrimination raciale majeure au travail, mais également dans le système de santé, ben, on va avoir 53,1% des personnes issues des communautés noires qui vont dire qu'ils vont en vivre de la discrimination raciale majeure. Et en éducation, c'est là qu'ils vont vivre et qu'ils vont en vivre le plus. Et puis, une fois, j'ai présenté ces données et le député, l'ancien président de la Chambre, de Hall Elmer, a dit ça m'étonne que ça soit que 60,5%. Parce que pour lui, quand il était jeune, il dit nous en avons tous vécu quand on était noirs dans notre école. Et je vais passer sur ces données-là. C'est des données qui montrent que ceux qui vont vivre, par exemple, de la discrimination raciale majeure, que ce soit en éducation ou au travail, ces personnes-là vont vivre beaucoup plus de troubles de stress post-traumatique, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus de basse estime de soi. Mais également, c'est la même chose pour ceux qui vont vivre de la discrimination, du profilage racial, où ils vont vivre beaucoup plus de troubles de stress post-traumatique, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus d'idéation suicidaire, beaucoup plus ils vont faire aussi beaucoup plus de tentatives de suicide. Euh, c'est peut-être ce que je peux parler de ces données-là, qui sont des données très récentes. Cet article vient d'être publié, je pense, le mois passé. Non, c'était au mois d'octobre. C'était ce mois-ci, ça a été publié au The Lancet Regional Health Americas. Et dans cet article-là, ce qu'on montre, en fait, ça concerne les communautés noires, arabes, autochtones, asiatiques et qui sont mixtes racialement, où d'abord, dans cet article-là, il y a une comparaison avec les communautés blanches, mais ce qu'on va remarquer, c'est que chez les communautés racialisées, la discrimination raciale quotidienne est l'élément
est la variable qui explique le mieux les symptômes de dépression. Et quand on regarde, on a comparé, ben, vous pouvez voir que on est à des symptômes sévères de dépression de l'ordre de 57% pour ceux qui vont vivre de la discrimination raciale majeure, comparativement à ceux qui, on est à seulement 11% pour ceux en fait, là, c'est des symptômes de dépression. Dans l'article, vous pouvez voir les symptômes sévères de dépression, mais 11% pour des symptômes cliniquement significatifs, alors qu'on est à 57% pour ceux qui vont vivre de la discrimination raciale, en fait, à un niveau très élevé. Et chez les personnes arabes, c'est 75%, chez les personnes asiatiques, 64%, chez les personnes autochtones, 73%. Donc, c'est pour dire qu'il y a un impact réel. Et quand on parle de discrimination raciale, de symptômes sévères de dépression, mais à ce moment-là, on est dans l'ordre de plus d'un quart ou à peu près un quart qui vont vivre des symptômes sévères de dépression, alors qu'on est à peu près à 3-4% pour ceux qui vont dire qu'ils ont vécu un niveau très, très bas de discrimination raciale quotidienne. Il y a aussi cet article sur l'anxiété qui montre plus ou moins les mêmes données. Ça a été publié aussi au cours du mois de, je pense, septembre ou début octobre. Et puis, sur le PTSD, c'est pas encore publié et il y a le même pattern où justement il y a beaucoup plus de symptômes de troubles de stress post-traumatique comparativement à ceux qui, en fait, pour ceux qui vont vivre un niveau très élevé de discrimination raciale quotidienne comparativement à ceux qui vont vivre un niveau peu élevé. Alors, souvent, quand je parle de trauma racial, les gens vont me dire, mais Jude-Marie, pourquoi tu préfères parler de trauma racial complexe? Pourquoi tu dis pas juste trauma racial? En fait, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est historique. C'est lié à une vision historique et économique des personnes racialisées, mais aussi c'est cette vision économique qui a produit l'esclavage, l'exploitation de ces personnes-là. Mais c'est aussi le fait que quand vous en vivez vous-même, vous le transmettez à vos enfants. Même sans rien dire. Quand j'ai reçu beaucoup de jeunes pères noirs de 30, entre 30 et 40 ans, beaucoup vont avoir euh, colère envers leurs propres parents, surtout leurs papas, d'en avoir vécu pendant longtemps et de n'en avoir pas parlé, d'avoir fermé la bouche et de leur avoir dit, allez-y, il faut te faire les efforts nécessaires dans la société, tu vas pouvoir réussir si tu mets les efforts. Donc, on leur dit, travaillez 2 fois plus, travaillez 4 fois plus, vous allez pouvoir réussir. Mais la réalité, c'est elle est totalement différente. Mais aussi le fait que ça entrave le développement des gens et que c'est pas une petite entrave, c'est sur la vie complète des gens, sur le temps long. Et donc, dans ce cas-ci, on est vraiment face à un trauma racial complexe. Puis les gens me disent, certains collègues me disent, ben, Jude-Marie, dans ce cas, on n'a qu'à l'appeler trauma complexe. Pourquoi on est obligé de mettre racial? Ben, d'abord par rapport à son origine, dans le sens que c'est c'est euh, c'est fondé sur quelque chose que vous ne pouvez pas vous départir, la couleur de votre peau. C'est fait pour rester la couleur de votre peau. Mais aussi, c'est le fait que c'est constant. Le trauma complexe, en général, on vit ça pendant l'enfance ou au début de l'adolescence, alors que là, on est sur quelque chose qui reste et qu'on continue de vivre. Et puis, l'internalisation de ça, ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que vous finissez par l'internaliser, vous finissez par croire ce qu'on dit de vous, c'est vrai. Et ça finit par impacter votre santé mentale, mais également votre santé physique. Et j'ai développé ce modèle pour essayer d'expliquer justement le fait que les gens vont vivre un ensemble de choses, du stress basé sur la race, de la discrimination raciale quotidienne, de la discrimination raciale majeure, mais également ce qu'ils vont vivre dans les institutions, ce qu'ils vont vivre de manière structurelle et systémique. euh, mais aussi ce qu'ils vont entendre. Aux États-Unis, il y a une étude qui a été publiée dans The Lancet qui montre que aux États-Unis, euh, quand vous vivez à un endroit pas très loin d'où on a tué une personne noire qui était non armée, ça dégradait la santé mentale des personnes noires qui habitaient à plusieurs kilomètres, plus de 100 kilomètres de ces personnes-là. Alors que quand on parle de ça, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que
pourtant, peut-être que je dois noter ce petit bout-là, pourtant, si la personne noire tuée était armée, ben ça n'impactait pas leur santé mentale. Donc, c'est juste pour dire que c'est des aspects extrêmement importants à comprendre et comment ça impacte leur santé mentale en termes d'abord euh, de dépression, d'anxiété et tout, mais également leur santé physique, mais également leur capacité à pouvoir se réaliser parce que ça a des impacts à la fois économiques et des impacts sociaux. Mais également en termes de psychose, et là je vais pouvoir traverser là-dessus, et aussi le fait que ces personnes-là meurent plus jeunes. C'est-à-dire, si vous vivez plus de discrimination raciale, vous mourrez plus jeune. D'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir là-dessus, qui a fait, je pense que c'est début 2025 ou fin 2024, et qui montre que, en fait, ça réduit la longévité des gens et ça commence déjà dans le cerveau. Et là, en ce moment, on est en train de faire les mises en place pour une étude où on fait des fMRI justement par rapport à des gens qui ont vécu de la discrimination raciale pour voir l'impact sur le cerveau. Et c'est une étude que je mets en place avec un stagiaire postdoctoral, Madi Moshirian Fahari. Alors, je développe, si vous voulez lire l'article justement, vous pouvez le lire. Et là, je m'en viens justement à parler de trauma racial complexe. Donc, le fait que le trauma, le trauma que les gens vivent par rapport à la discrimination raciale, c'est un trauma, d'abord, c'est un trauma, mais ensuite, c'est complexe parce que ça a des impacts sur la vie des gens, ça a des impacts sur leur vie sociale, sur leur capacité à pouvoir se réaliser socialement et économiquement, ça a des impacts sur leur santé mentale, ça a des impacts sur leur santé physique, mais également ça a des impacts sur le fait que ces personnes-là transfèrent à leurs propres enfants ce trauma-là qu'ils vivent. Alors, ce qu'il faut comprendre sur la psychose en tant que telle, c'est que plusieurs travaux ont été faits et ont montré justement que il y a un vrai lien entre le fait de vivre du trauma racial et euh, des symptômes de psychose. D'abord, c'est une étude assez intéressante parce que dans cette étude, il y a deux aspects. Il y a d'abord une revue systématique et ensuite, ils ont fait des entrevues avec des personnes pour voir justement de manière très en profondeur comment ces personnes-là, le fait d'avoir vécu, c'est des collègues allemands qui font cette étude-là et cette étude-là, la partie qualitative a été réalisée en Allemagne justement, pour voir comment des personnes racialisées développaient des symptômes qui étaient liés au fait avec un sentiment de différence, une conscience de soi négative, une idéation paranoïde de persécution, mais aussi une instabilité de l'estime de soi qui provenait justement du fait d'avoir été victime de racisme de manière répétée et que c'est ce racisme, cette discrimination raciale vécue de manière répétée finissait par se transformer en un vrai trauma et que ce trauma, plus ça se complexifie, ça finit par faire en sorte que ces personnes-là développaient justement un ensemble de symptômes et que souvent c'était comme un trouble schizo-affectif et que il y avait l'incidence de symptômes positifs, hallucinations, délire, mais aussi de symptômes négatifs, apathie, discours incohérent, mais également de la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques non affectifs aussi. Donc, l'idée, c'est que à travers ce travail-là, ils ont montré qu'il y a un vrai lien, mais ce lien vient du fait qu'il y a une complexification du trauma qui est vécu par ces gens-là. De cette étude-là, ce sont tous des études très récentes publiées en 2024-2025, de cette étude-là, qui est une revue systématique aussi, qui regarde le racisme en fait, et les déterminants sociaux de la psychose. Et dans cette étude-là, la première chose qu'il faut voir, c'est que les inégalités raciales persistent à toutes les étapes du traitement de la maladie mentale. Euh, et que les projets de recherche, mais également les progrès médicaux, profitent moins aux groupes racialisés.
et que la discrimination raciale, c'est le troisième élément que je tire de cette étude, la discrimination raciale est directement liée à la psychose et que la méta-analyse a montré que vivre des discriminations raciales augmente de 90% le risque d'expérience psychotique. De 90%. Donc, plus la discrimination est fréquente, plus les symptômes s'aggravent également. Et en plus de ça, en fait, c'est comme il y a une relation dose-effet. Et donc, plus les discriminations raciales se répètent, plus il y a d'épisodes de discrimination raciale, plus le risque de développer des symptômes psychotiques augmente. L'autre chose aussi, c'est que peut-être que je vais m'en passer, mais dire tout simplement que le dernier élément que je veux vous parler, c'est que le racisme affecte la santé même avant la naissance. Dans ce travail-là, ça montre que le racisme affecte la santé même avant la naissance parce que les femmes noires présentent plus de complications obstétricales, inflation, accouchement prématuré, même à statut socio-économique égal. Pourquoi? Parce que ces complications-là sont liées au stress du racisme. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, en plus de ça, c'est aussi associé à un risque accru de psychose chez l'enfant à naître. Donc, c'est un article que je vous invite vraiment à lire parce que qui apporte des éléments extrêmement intéressants pour comprendre justement le lien entre racisme, entre trauma racial complexe et psychose. Et un aspect extrêmement intéressant, c'est que quand je dis ça, c'est que le souci, c'est que ce que je vais dire me fait rire, mais dans les communautés noires, quand je dis ces genres de choses, les gens rient. Pourquoi ils rient? Parce que si vous êtes noir, vous ne laissez pas vos parents aller à l'hôpital tout seuls. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance dans le système de santé. Vous n'avez pas confiance dans les médecins. Vous n'avez pas confiance dans les infirmières. Vous savez que votre maman de 70 ans, quand elle arrive à l'hôpital, va être moins bien traitée. Et donc, vous faites très attention à cela. Et il y a même ça c'est quelque chose que moi personnellement j'observe avec les gens proches, il y a même une incapacité de personnes, même bien formées, d'expliquer leurs propres symptômes, tellement qu'ils ont peur juste en allant voir leur médecin. Il y a aussi cette étude c'est une, euh, je ne sais pas comment on dit umbrella review en français. C'est une revue systématique des revues systématiques, donc de méta-analyse et d'autres revues systématiques. Et eux, ce qu'ils vont voir, c'est que la discrimination raciale augmente de 77% le risque de symptômes psychotiques et de 94% le risque d'expérience psychotique. Donc, c'est des éléments extrêmement importants, mais d'autres éléments qu'ils vont trouver, c'est que le racisme interpersonnel et le racisme au travail, ça augmente de 46% à 46% à 126% le risque de symptômes psychotiques. Les marqueurs de racisme institutionnel et les abus policiers, c'est 69%. Le refus de prêt dans les banques, c'est 93%. Et les attaques verbales ou physiques, comme le cas du jeune que j'ai expliqué, c'est 4,77 fois. Donc, 377% de risque de développer beaucoup plus de symptômes psychotiques. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que le racisme n'attaque pas seulement les gens du point de vue des symptômes, ça attaque aussi du point de vue des soins, parce que plus dans un système, qu'on est dans un système raciste, ben, plus il y a de mauvais diagnostics. Ça a été démontré dès 1995 par les travaux de Kwame Mackenzie et d'autres collègues. Il y a aussi la médication inadaptée, le fait qu'on va donner des doses d'antipsychotiques beaucoup plus élevées à des personnes noires, surtout les hommes noirs. Mais l'idée aussi, c'est que c'est des hommes qu'on pense de toutes les manières qu'ils sont agressifs. Et la vérité, c'est que c'est presque normal. Quand je dis que c'est presque normal, c'est pas normal, hein. Quand je dis c'est presque normal, c'est juste pour dire que
Si vous vivez dans la société canadienne, faites l'expérience. Allez dans n'importe quel, n'importe quel journal au Canada. Allez sur leur site. Mettez noir, personne noire. Vous allez voir tout ce qu'on va raconter, c'est lié à la violence, la pauvreté, la violence armée, les armes. Donc, à un moment, si vous vivez dans cette société-là, et à chaque fois qu'on parle des personnes noires, c'est que de ça qu'on parle. Donc, quand je rentre dans l'ascenseur et que je fais plus de 6 pieds et que cette madame de 82 ans retient son sac, en fait, c'est presque un réflexe normal si elle vit dans la société canadienne. Et c'est pour ça que c'est pas le fait qu'elle tient son sac qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière du fait qu'elle tient son sac. Donc, le système autour qui crée cette perception-là que si un homme noir fait plus de 6 pieds, il doit être quelqu'un de dangereux. Mais aussi le fait que il y a beaucoup plus de soins coercitifs pour les personnes noires, hospitalisation involontaire, mais également d'autres aspects. Il y a aussi le fait que quand je parle d'attaque des soins, je vais peut-être passer sur, parce que je regarde l'heure et je me dis, je vais terminer coûte que coûte dans 4 minutes pour laisser 10 minutes de temps de questions-réponses. Je termine dans 4 minutes, qu'il pleuve, qu'il tonne. Alors, on a publié cet article-là sur, c'est un scoping review sur c'est un scoping review qu'on a publié sur sur les la psychose dans les communautés, chez les personnes noires au Canada. Et dans cette scoping review, ce qu'on a pu analyser, c'est que d'abord, il y a des enjeux qui sont liés à l'accès aux soins euh, et que souvent les personnes noires vont avoir des soins via les urgences et qu'il y a moins de références par les médecins, mais aussi parce ils ont moins de médecins de famille aussi. Euh, et puis, que les personnes noires sont plus susceptibles de se désengager des soins, donc ils ont 2 fois plus de chances de se désengager des soins. Mais aussi, ce que je dis souvent, beaucoup de fois, je vais voir des parents noirs qui vont préférer la prière aux soins. Parce qu'il y a aussi cette question de méfiance. Et puis, sur les soins coercitifs, ben, en fait, souvent, les personnes noires arrivent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils arrivent dans les soins quand ils sont déjà en crise. Et on a expliqué, je vais y arriver dans un autre article sur les gros bras au Canada, surtout à Montréal, mais après j'ai compris que c'était partout, même à Ottawa maintenant, il y a les gros bras. Ben, en fait, les gros bras, c'est que si votre enfant a fait une crise psychotique, vous n'appelez pas les hôpitaux, vous n'appelez pas la police, vous n'appelez pas les ambulances. Vous appelez les gros bras de la communauté. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est simple. Marie-Mireille Bent, elle a appelé pour son fils Olivier Jean Junior, qui était en fait un jeune. En fait, je suis désolé, mais on m'appellerait le petit couteau qu'il avait dans ses mains, je le prends. Mais lui, il a été tué par la police. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde le soutien de la communauté à cette dame-là, la communauté a très peu soutenu cette famille. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, ça m'a fait choquer. J'ai commencé à appeler les milieux communautaires à Ottawa, à Montréal pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne la soutenez pas? Les gens ont commencé à me dire, mais elle a appelé la police pour son fils. J'ai dit, mais elle avait peur que son fils se fasse mal. Donc, elle a appelé pour que son fils se fasse. J'ai dit, mais non, Jude-Marie, tu ne comprends pas. Elle a appelé la police. Elle aurait pu appeler les gros bras de la communauté. Pourquoi elle a appelé la police? Et quand on appelle les gros bras de la communauté, les gros bras de la communauté n'apportent pas les personnes à l'hôpital. Ils apportent les personnes dans les églises. Et ce que les pasteurs font, les prêtres font, les imams font, ben, on fait des prières, on fait des cérémonies. Et c'est quand la crise devient beaucoup plus dure, c'est à ce moment-là, en général, qu'on réfère les gens. Donc, les gens arrivent souvent dans cette situation-là. Je vous invite en fait à lire cet article-là
où vous pouvez tirer des éléments. Et nos conclusions, c'est d'abord pour dire que nos conclusions sur cet article, c'est qu'il y a des inégalités raciales persistantes dans l'accès aux soins, dans l'intensité et la continuité des soins, dans l'admission coercitive, mais également involontaire, dans aussi le diagnostic et la présentation clinique, et puis que cela nécessite au fait de stratégies culturellement adaptées, des stratégies des soins antiracistes pour pouvoir mieux comprendre tout ça. Et justement, nous avons expliqué avec plusieurs collègues, dont Dr. Eric Javis, sur comment justement ces enjeux-là se transforment, en fait, se comprennent dans les familles noires et comment le fait que ben, cet article date de 2024. Aujourd'hui, c'est encore pire. On a organisé un événement mardi dernier, mardi de la semaine passée, à l'Université sur les soins antiracistes. À la fin, c'était devenu horrible parce que c'était une grosse discussion entre tout le monde, dont les cliniciens, le psychiatre qui présentait, sur le fait que ben, tout le monde était genre, ah, mais en ce moment, on a l'impression que on rencontre que la psychose partout, qu'il y a que la psychose, et ça crée justement, on en parlait juste avant le début, ça crée justement le fait que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prêtres, beaucoup d'imams commencent à prêcher sur le cannabis et à stigmatiser les jeunes, parce que tout le monde pense aujourd'hui dans les communautés noires, dès qu'un jeune présente des symptômes psychotiques, c'est dû au cannabis. Alors que c'est plus vaste que ça, c'est plus difficile que ça, même si il y a des études à mener. On sait qu'il y a le lien déjà, mais il y a des études à mener pour comprendre pourquoi chez les jeunes noirs, on a l'impression, est-ce que c'est une impression qu'il y a beaucoup plus de psychose induite par le cannabis, ou est-ce que c'est tout simplement comme tout le monde dans la société? Alors, ce qui, alors que Mathieu a continué son traitement, nous avons fait du bon travail ensemble. J'ai d'abord pris le temps de travailler avec lui pour traiter le trauma racial complexe issu d'années de microagressions raciales, d'insultes racistes et de ces mésenchantements liés à la couleur de sa peau. Après 2 mois de travail, il a commencé à rechercher du travail, a pu s'intégrer dans un milieu de travail plus diversifié. Le psychiatre a commencé aussi à réduire sa médication à partir du 6e mois. Aujourd'hui, près de 3 ans après, Mathieu a retrouvé l'amour, vit sa vie de jeune adulte, euh, mais a toujours la crainte que cela recommence. Comme il a si bien dit lors de notre dernière rencontre, je ne suis pas guéri, le racisme est toujours dans la société, j'essaie de m'en libérer, je chemine. Pour ceux qui se posent la question, on traite le trauma racial complexe. Et on a mené dans l'article que je vous ai parlé, j'explique dans cet article-là comment on arrive à traiter le trauma racial complexe, et il y a un ensemble de travaux qui ont été faits là-dessus, mais aussi comment on l'évalue. Et en plus, il y a un autre article qu'on a publié sur les soins antiracistes. Et dans cet article-là, on a expliqué justement quels sont les soins antiracistes disponibles, les formations disponibles que les cliniciens peuvent prendre pour pouvoir mieux s'armer, mieux s'outiller pour pouvoir faire face à cela. Je terminerai par vous dire, toutes les formulations, relations raciales, gouffre racial, justice raciale, profilage racial, privilège blanc et même suprématie blanche servent à masquer que le racisme est une expérience viscérale qui déloge le cerveau, bloque les voies respiratoires, déchire les muscles, extrait des organes, fissure les os, casse les dents. Parlez à vos collègues. Le jour que quelqu'un vous a traité de sale noire ou de sale nègre, vous avez l'impression qu'il y a un blocage là, que vous respirez plus difficilement. Et cette capacité à ne pas pouvoir respirer, cette incapacité à respirer, ben, si vous vous regardez rapidement, vous verrez que vous êtes mis à transpirer beaucoup plus, que vous vous mettez à trembler, que vous perdez la parole, vous n'arrivez pas à donner une réponse. Et parfois, même quand vous êtes prêt, vous êtes préparé. Et je terminerai par une expérience personnelle. Il y a du vent, je pense une sorte de tornade à Gatineau. Il n'y a pas d'électricité. On est samedi soir. On sort pour aller chercher à manger. Et il y a une dame âgée
qui sort et mon fils a un gros afro euh, et cette personne-là touche les cheveux de mon fils en ma présence et la présence de mon épouse en disant, oh wow, c'est comme de la laine. Je suis figé, mon épouse est figée, on se regarde et plus tard, tout le monde en fait, mon épouse et moi, on pleure parce on n'a pas réagi et on n'a pas compris pourquoi les deux ont fait de la recherche sur ces enjeux-là. On était prêts, on croyait qu'on était prêts, mais personne n'a réagi parce qu'on était figé. On n'avait jamais pensé qu'un jour, quelqu'un pourrait toucher les cheveux de notre fils comme ça, en notre présence, comme si c'était un animal, comme si c'était genre, allez, je me permets. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de ça, ça ne vous attaque pas seulement émotionnellement, ça vous attaque plus que ça. Et les symptômes psychotiques, de paranoïa, de, d'hallucination, de délire, c'est assez commun chez les personnes qui sont exposées à la discrimination raciale de manière répétée et l'impact est énorme. Je vous en remercie et puis s'il y a des questions, ce sera un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci, professeur Sénat. Très important, on a appris beaucoup de choses. On est sensibilisé au fait que de vivre une vie racialisée, ça prédispose au trauma. Les traumas et les conséquences des traumas dans le traitement et la réaction de la société prédisposent à d'autres traumas et ça prédispose aux symptômes de psychose, mais pas dans le même sens de psychose qu'un psychose comme la schizophrénie. C'est une réaction au trauma. C'est un message très, très important. Merci de nous être venu et en discuter. On a le temps pour peut-être une ou deux questions pour le professeur. Est-ce que quelqu'un... J'ai beaucoup de questions, mais je ne veux pas prendre la parole. Est-ce qu'il y a Driss Chomba? OK, Driss. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Sincèrement, c'était très enrichissant. Moi-même, j'essaie de lire, de me renseigner beaucoup là-dessus, de faire même des présentations. La semaine passée, j'ai fait une présentation au CHUM sur la santé mentale des personnes noires au Canada. Euh, en fait, mon commentaire, c'était, moi, j'ai vu beaucoup d'articles que je trouvais fort pertinents. Est-ce qu'il y avait des sources, juste pour que je puisse comme, me renseigner, notamment sur l'article sur la en fait, sur les soins culturellement adaptés, comme cet article-là, je trouvais ça pertinent pour que les gens sachent où aller rechercher de l'information. Parce que souvent, quand je donne des présentations et qu'on parle souvent que c'est important d'adapter les soins aux différentes cultures, les gens se demandent, OK, où aller chercher ces informations-là? Donc, je me demande si on peut voir un peu les sources juste pour que, c'est ça, on puisse lire davantage là-dessus et s'instruire. Mais merci beaucoup. Ben, je peux rendre le PowerPoint disponible si besoin, mais je pense que c'est enregistré aussi, donc c'est facile de pouvoir naviguer dans la vidéo déjà, mais aussi si vous mettez, pour les articles que je suis auteur, sur les soins antiracistes par exemple, si vous mettez mon nom sur Google Scholar, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces articles-là facilement. Excellent, merci beaucoup. Merci, Driss. D'autres questions? Ah, Sébastien? Oui, bonjour, Dr. Sena, merci beaucoup. En tout cas, pour l'objectif de nous sensibiliser, c'est atteint, là. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup surpris. Moi, j'ai toujours un dilemme, dans le fond, par rapport à demander, poser des questions sur les microagressions si les gens ne sont pas nécessairement conscients de ça, hein. On sait qu'ils en sont victimes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas nécessairement conscients. Est-ce que... Puis mon dilemme, c'est toujours de, d'avoir peur d'être perçu, de traiter les gens différemment si je pose des questions sur le sujet, dans le sens que je ne poserai pas des questions, mettons, de microagression à une personne blanche, tu sais. Donc, c'est quoi vos recommandations sur ce plan-là? Mhm. Il faut poser la question parce que d'abord, les personnes, il faut penser qu'ils ne sont pas conscients, ils sont très conscients. Ils cachent bien leur jeu, ils ne veulent pas en parler. Et dans beaucoup de cas, vous allez dire, vous pouvez même le dire à la personne le nie,
mais c'est pas parce que la personne n'a pas conscience, mais c'est juste que la personne le nie pour ne pas vous rendre vous mal à l'aise. Hmm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut justement montrer à la personne que vous êtes au contraire à l'aise à pouvoir en discuter. Et il ne faut pas forcer non plus la personne à en parler. Parce que certaines personnes, ils ne sont pas prêts à en parler parce qu'ils viennent d'arriver dans vos soins. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils ne savent pas encore s'ils peuvent vous faire assez confiance. Donc, tout de suite, Mhm. ils ne sont pas prêts à en parler. Mais aussi, parfois, ils ne sont même pas prêts à en parler eux-mêmes parce que c'est trop lourd, c'est trop dur pour eux. Dans cette situation-là, ce qu'on dit tout simplement, on dit, je sais que les personnes noires au Canada et dans notre ville peuvent vivre beaucoup de cas de racisme au travail, euh, beaucoup, à l'hôpital, dans beaucoup de situations. Je veux vous dire que je sais aussi que ça peut expliquer beaucoup de symptômes que les gens vivent. Euh, Si c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes prêt à discuter, je veux vous dire que ma porte est très ouverte à cela et que j'aimerais bien qu'on en discute. Mais si c'est pas quelque chose que vous êtes prêt à discuter, ne vous inquiétez pas pour l'instant. On va cheminer ensemble et au moment que vous vous sentez prêt pour cela, ben, sachez que ma porte sera très ouverte là-dessus. Ça, c'est une première chose. La deuxième Mhm. chose qu'on peut dire, qu'on peut faire aussi, c'est quand la personne en parle, de mettre les mots là-dessus. La personne vous dit, ah, je vais au travail, je mange seul parce que à chaque fois que je viens manger au cafétéria, tout le monde part. Euh, euh, Mon boss me dit tout le temps, ah, ben, vous les Noirs, vous êtes lents, vous les Noirs, vous êtes lents, vous les Noirs, vous êtes lents. Vous ne pouvez pas dire à la personne, ah, donc vous vivez du harcèlement de la part de votre boss. Ah, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre boss est raciste et qu'il vous fait, vous vivez de la discrimination raciale au travail. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, non, c'est pas ce que vous dites. Moi, je vous dis ce que vous me décrivez, c'est ça. Mhm. Donc, vous mettez les mots dessus, alors que la personne peut tout de suite nier. Non, non, je ne veux pas parler, c'est pas ça, parce que j'ai pas envie de parler de ça. C'est honteux de vivre de la discrimination raciale. Ça vous rend honteux. Vous avez honte d'en vivre. Donc, les personnes, ils n'ont pas envie d'en parler. Donc, et puis, ça vous réduit, vous vous sentez petit d'en avoir vécu. Donc, en tant que clinicien, notre rôle, c'est de pouvoir mettre les mots dessus et de ne pas avoir peur de mettre des mots dessus. Ça, c'est un bon cheminement quand on arrive à mettre des mots dessus, puis la personne vous dit, ah ouais, c'est vrai. C'est déjà un très beau cheminement. Mhm. Merci beaucoup. Merci, professeur. Et cliniquement, lorsqu'on on essaie d'aborder le sujet, c'est mieux de parler de racisme, peut-être, ou Ouais. expérience vécue, que les microagressions. Ouais. C'est un mot un peu technique ou Scientifique, beaucoup plus pour. scientifique, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Et on a le temps pour une autre, on est un peu, le temps est fui, a fui, mais on a le temps pour une question, iPhone de Tamara. Ouais. Tamara a sa main levée. Vous êtes là, Tamara? Ah, voilà. Ah, vous êtes muette. Vous êtes sur mute, on ne vous entend pas, vous êtes encore en sourdine. C'est difficile dans la voiture d'enlever le mute. On ne vous entend pas, malheureusement. Malheureusement. Oui, ok. Tamara, merci. Et on vous donne une dernière occasion. Ok. Ok, mais le temps n'est plus. Mais merci, professeur Sena. Merci d'être venu. On est très reconnaissant. S'il y a des questions, on va vous les envoyer. Si vous avez quelques... on a demandé des références. Vous pouvez nous les envoyer. On peut les faire envoyer à ceux qui assistaient. OK, parfait. Ok, Merci beaucoup. excellent. À bientôt, à la prochaine. À la prochaine.